Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à la revue des grandes unes de ce jeudi 27 mai 2021. Alors tout de suite en kiosque avec quelques journaux parus ce matin. On commence donc par le quotidien La Nouvelle Expression qui met en sa une, Chambre des comptes. Les questions lancinantes de Camto. Dans sa dernière sortie, le président du MRC, manifestement à partir des informations confidentielles qui ne révèlent pas, soulève une foule d'interrogations qui suspectent le rapport d'étape de la Chambre des comptes sur la gestion des fonds du coronavirus, indique le journal, de même que le journal parle de l'UPC, manipulation de Yaoundé pour diaboliser Ernest Ouandié. Le régime fantoche de Yaoundé avait organisé une vaste campagne de désinformation pour indiquer que Ernest Ouandié avait été capturé et non, c'était remis, indique le journal. Tchang, des morts sur la falaise à cause de la défaillance du système de freinage. Un autobus s'est retrouvé dans un ravin, faisant évidemment 5 morts. De même que le journal s'interroge, évoque aussi le Parlement, des fauteuils vides depuis le début de la 10e législature. 7 députés du RDPC ont perdu la vie, laissant ainsi un grand vide sans toutefois être remplacés. De même que le journal évoque aussi le cas d'Ebolova, avec Ebolova qui a les pieds dans l'eau. La pluie diluvienne qui s'est abattue sur la ville a laissé des traces au quartier Armand 6. Indique le journal. On poursuit avec le quotidien, avec le journal Mutation qui parle de Covid-Gate. La classe politique demande des têtes. Parmi cette classe politique, on peut dénombrer Maurice Kamto du MRC, Cabral Libi du PCRN, Jean-Baptiste Atemeng du RDPC, Jean-Robert Wafo du SDF. Voilà quelques têtes qu'on peut reconnaître sur cette image, de même que le journal évoque Chang. Encore des morts sur la falaise. Ordonnance présidentielle vers un peu plus lourd endettement, indique le journal. Le financier d'Afrique parle de fonds Covid-19, les insuffisances du rapport de la Chambre des comptes, rapport sans contradictoire. 2 ministères indexés sur 21, refus de publier le rapport partiel des 19 ministères pour des dépenses de 60 milliards 433 millions de francs CFA. Le journal politique de Gervais Fongan parle de la faiblesse du peuple SDF. 28 mai 90, 26 mai 90, 26 mai 2021 ont 31 ans de rêves et de désillusions, indique le journal. Le journal Émergence parle de encore des morts à la falaise, évoquant évidemment cet autobus qui a fini sa course dans un ravin suite à une défaillance du système de freinage et faisant 5 morts. Le journal parle aussi de ces échauffourées entre commerçants et policiers ici à Douala au marché Koulouloun. Tout est parti de l'occupation temporaire sur la voie publique dont la mairie aurait augmenté les coûts d'occupation. Et puis le quotidien, le journal satirique Le Popoli parle de Covid-Gate, roman graphique exclusif, Covid-Gate. Le peuple veut du sang, on peut lui offrir du saignant. Le journal pose la question, et le président Biya, évidemment, sur un des Covideurs, et pour indiquer ceux qui ont détourné l'argent du Covid-19, tu remets ou pas, pose-t-il la question, avec une scie à moteur prête à trancher des têtes et le FMI qui brandit encore 121 milliards de francs CFA. Ira-t-il encore jusqu'au bout? En tout cas, le journal pose la question. Voilà ce qu'on peut retenir de la revue de quelques journaux parus ce matin et parvenus à notre rédaction. Place à présent avec nos invités du jeudi. Camille Nélé, bonjour et bienvenue à la revue des grandes unes. Jean-Paul Chulien, bonjour. Bonjour téléspectateurs de Kiosque Télévision. J'allais oublier de dire bonjour à Guy Avefongan que je n'ai pas vu depuis très longtemps, mais dont je vois dont le journal a pris un nouveau look. Bonjour téléspectateurs de Kiosque Télévision, un bonjour spécial à l'officier de police Asta, du commissariat central de Garoua. Bon, l'info ou le fait qui attire mon attention, c'est cette propension qu'ont et les historiens et des conteurs d'histoire et des raconteurs d'histoire à toujours à jouer avec l'histoire de notre pays. J'ai vu l'autre jour dans une production qui fait le tour des réseaux sociaux, où on a dit que des crimes de la colonisation, l'armée française a tué 6 000 Bamileke dans la région Bamileke.
tel jour du mois de mai. Alors quand on voit quelqu'un qui dit qu'on a tué 6000 personnes dans le pays, dans le pays bamileke, on ne sait pas de quel pays bamileke, où ça commence, où ça s'est arrêté, et comment dire que c'est 6000 bamileke qui ont été tués en parlant de génocide. L'autre, on continue avec cet article fleuve qui a été publié dans la Nouvelle Expression aujourd'hui. On nous fait croire que Wandie n'a pas été capturé, mais il s'est rendu de lui-même. Moi, je pense que les gens qui veulent parler de l'histoire du Cameroun, ces personnes doivent se référer aux documents et même aux acteurs. On sait très bien dans quelle situation Wandie Ernest, dont le terrain d'action était le Honka, est parti de Bafang dans la voiture de Monseigneur Ndogmo, qu'il a transporté jusqu'à Mélon. Et à Mélon, c'est à Mélon que Monseigneur Ndogmo l'a laissé en disant que lui, il est appelé à Rome. Et Wandie Ernest a marché de Mélon jusqu'à Mbanga à pied. Imaginez Mélon, Mbanga, est fatigué, malade, blessé, affamé. Il est entré dans une concession, il dit à quelqu'un, vraiment donne-moi à manger, j'ai faim. Le type qui dit, je suis Wandie Ernest. Immédiatement, ce monsieur a amené la gendarmerie qui est venu l'arrêter. Il ne s'est pas rendu, il n'a pas non plus été capturé, il a tout simplement été reconnu. Mais moi, je pense qu'il est intéressant que les Camerounais connaissent l'histoire, mais pas se contentent d'histoires, des histoires que les gens amalgament à leur propre société. Et c'est très, très important. Bonjour Jean-Paul, la voix de l'Ouest, et bonjour doyen Camille, que toute l'Afrique nous envie, et bonjour aux milliards de téléspectateurs qui prennent du plaisir à regarder la revue qualitative des journaux qui paraissent au Cameroun. Alors, j'ai été cette semaine séduit agréablement par la visite des inspecteurs de la CAF. Vous savez qu'ils sont venus visiter les chantiers, ils sont là depuis quelques jours, et les Camerounais qui ont mon âge n'ont pas vécu la CAN de 72. Et au cours de cette visite-là, il y a un journal qui a titré des choses que personne ne comprenait. Et Alexis Oué, moi, monté au créneau pour dire que Alexis Oué, qui est le patron de la communication à la CAF, est monté au créneau pour dire que... pas le citer le journal d'émergence, qui dit que la CAF demande de nouveaux stades au Cameroun. Voilà, donc c'est qui a fait froid dans le dos à beaucoup de Camerounais qui ont mon âge, qui veulent absolument vivre cette CAN. Et Alexis Oué a réagi en disant qu'il n'en est rien pour le moment et que le rapport n'est pas encore disponible et qu'il sera fait à la fin de la visite et acquis de droit. Simplement pour dire qu'on ne souhaiterait pas qu'il y ait un autre glissement. Ce serait la goutte d'eau qui va déborder le vase. Donc, nous attendons tous vivement le rapport de cette visite d'inspection et que vivement que les fruits tiennent la promesse des fleurs et que cette CAN ait lieu le jour dit, parce que je pense que le pays de Samuel Eto'o, Roger Mila mériterait au moins que nous autres Camerounais vivions cette CAN en terre camerounaise, et ce serait pas trop demander au chef de l'État de nous laisser ça avant de partir. Voilà, qui est bien dit Guy Hervé Fonga. Camille Nélé, commençons par cette actualité qui fait véritablement une des journaux et les chaumières, ce rapport d'étape de la Chambre des comptes, mais la Chambre des comptes de la Cour suprême. On remarque que finalement, il n'y a que 2 ministères qui sont véritablement sur le grill, indexés, avec des faits aussi graves. Est-ce que quand on observe sur 21 ministères, ou 21 ministres qui sont censés être, qui devaient passer, où la Chambre des comptes devait passer dans les différents départements ministériels, comment comprendre que c'est finalement que 2 ministères qui sont mis en avant, opération à tête chercheuse ou bien manipulation du rapport de la Chambre des comptes? Je ne sais pas que ce soit seulement 2 ministères. Il y a vraiment des ministères qui ont obtenu de l'argent. Il y a des ministères qui ont obtenu de l'argent et qui n'ont pas utilisé cet argent. Le cas par exemple du ministère des Transports, du ministre Jean-Ernest Ngalé-Pépé, qui a eu une dotation d'1 milliard, mais qui n'a pas obtenu, qui a attendu qu'on lui donne l'autorisation de disposer de cet argent. D'ailleurs, il a reversé. Le cas, par exemple, du ministre Tanganji, qui a obtenu de l'argent et qui l'a reversé par la suite. Mais aujourd'hui, que les gens se focalisent sur 2 ministères dans lesquels on a vu qu'il y a vraiment des choses assez troublantes. Aussi bien au ministère de la Santé, où on a vu qu'un seul prestataire a raflé 90%, pratiquement 90% de marché, ce qui est tout simplement incroyable dans une situation comme celle-là, et dans une situation où on ne pouvait pas concentrer la presque totalité du budget à un seul individu, à une seule société. Et maintenant, l'autre partie a été donnée, une autre partie a été donnée à des personnes trop proches du ministre pour que ce ne soit pas... Des véritables délits d'initiés. Voilà. Et maintenant, il y a de l'autre côté, au ministère de la Recherche scientifique, où on voit qu'il y a une grosse enveloppe qui a été mise à la disposition du ministère de la Recherche, et avec comme
principale recommandation de produire localement la chloroquine, comment on appelle ça encore là? Produire la chloroquine localement. Voilà. Et que plutôt que de la produire à travers l'IMPM, ce produit a été acheté en Inde, reconditionné au Cameroun et présenté comme un produit made in Cameroun. Ça, c'est les deux côtés les plus saillants et les plus révoltants qui font sursauter tout le monde au Cameroun aujourd'hui. Mais ça ne veut pas dire que d'autres ministères ayant obtenu des dotations sont exempts de tout reproche ou de toute critique. Mais ce qui agace certaines personnes, c'est que le rapport qui se balade dans les journaux et dans les réseaux sociaux, tout le monde sait désormais que ce rapport-là n'est qu'une première mouture d'un rapport partiel et que le rapport final n'est pas encore fait. Il est vrai que des personnalités commencent déjà à être auditionnées. Est-ce que, Camille, ce qui est dit dans le rapport d'étape là va changer dans le rapport final? Ce n'est qu'un rapport d'étape. Vous savez très bien que le rapport d'étape peut être confirmé. Et c'est-à-dire qu'il peut même recevoir des éléments encore plus probants. C'est tout comme le rapport final. Dans le rapport final, on peut retrouver que certains éléments présentés dans le rapport d'étape ont été totalement édulcorés parce que ce ne sont que les premières constatations. Et moi, je pense que c'est une manière de toujours faire fuiter les documents, soit de la présidence de la République, soit des ministères, soit des grandes institutions, est quand même malaisé. Et surtout pour les mettre dans les réseaux sociaux, où chacun en fait des grosses choses et chacun raconte que nous avons obtenu cela. Est-ce que ce n'est pas aussi l'objectif recherché, Camille? L'objectif recherché par ceux qui prennent le plaisir à mettre ces documents sur les réseaux sociaux, ou à la disposition des personnes pour qu'elles soient diffusées sur les réseaux sociaux. Et à cultiver la colère, à cultiver la frustration, à cultiver toutes sortes de passions. Il y a aussi ça. Gervais Fongan, sur ce rapport d'étape, 2 ministères sont cités. Selon vous, opération à tête chercheuse ou bien pourquoi seulement 2 ministères dont on ventile la gestion de la Covid-19, la gestion des fonds Covid-19 sur les réseaux sociaux? Il faut simplement se poser la vraie question. À qui profite la fuite de ce rapport de synthèse? Parce que je pense que la presse doit faire preuve de beaucoup de prudence et de retenue dans le traitement de cette actualité et non de manière aussi superficielle telle que je vois ça se passe. J'ai envie de dire oui, parce que ce n'est pas très sain le process qui a été utilisé pour publiciser ce rapport de synthèse. Parce que la vraie question, c'est de savoir à qui profite cette fuite de rapport. Voilà un rapport de 23 pages. Vous avez 17 pages consacrées au ministre Manaona Malachi. 17 pages sur 23 pages. Vous avez 3 pages consacrées à Madeleine Tchouenté. Ça fait 20 pages. Donc les autres, c'est-à-dire que quand vous prenez les 2 ministères, 40 milliards plus les deux cumulés ont à peine 55 milliards. 51 milliards. 51 milliards. Donc il reste encore environ 120 milliards de dilapidés. Et les autres ministères ont à peine 3, 2, 4 lignes dans le rapport. Ça ne fait pas très sérieux. Ça veut dire que manifestement, quand on regarde avec lucidité, cette affaire, il y a comme des non-dits dans cette intention de vouloir publiciser ce rapport, cette manière à laquelle on l'a mis dans l'espace public. Donc je ne comprends pas comment est-ce que... Autrement dit, au-delà du fait que les faits rapportés dans les rapports concernant les 2 ministères, mais on se pose la question de savoir pourquoi seulement les 2 ministères. C'est ce que j'ai dit, que la vraie question, c'est à qui profite cette fuite, parce qu'on est tous d'accord que ce rapport n'est pas arrivé dans l'espace public par hasard. Quelqu'un a dû, ou alors des gens ont dû organiser la fuite pour jeter les gens en pâture et pour prendre à témoin le tribunal de l'opinion. Ce qui me semble un peu regrettable. Sauf que, contrairement à ce qu'ils pensent, le peuple n'est pas complètement dupe, n'est pas complètement idiot. Donc, des gens comme nous, comme beaucoup d'autres, vont chercher de lire entre les lignes, de décrypter, de comprendre véritablement les non-dits et les impensés qui ont conduit à ce que ce rapport se trouve où il est. Cette manière aussi triviale de jeter les gens en pâture, on ne va pas gober ça comme de l'eau bénite. Donc je pense qu'on va scruter ça encore de manière très approfondie, encore que... En attendant le rapport final. En attendant le rapport final, encore que... même si on est tous d'accord qu'il y a eu des dysfonctionnements, des procédures qui n'ont pas été respectées dans l'attribution des marchés et qu'on devrait dénoncer ça avec la dernière énergie. Mais la vérité, c'est que la manière cavalière avec laquelle les choses s'opèrent nous recommande la prudence et la vigilance dans ce qui est en train d'être fait. Quand on évite on sait que le vrai ordonnateur, l'instigateur de cette affaire n'est
n'est cité nulle part, parce que tout est parti du secrétaire général de la présidence de la République qui manifestement la task force qui manifestement est l'homme à tout faire. Et je pense qu'il faut, et je me suis encore laissé dire ce matin que même certains prestataires sont en train d'être convoqués pour être entendus au TCS. Ça veut dire que c'est une affaire qui a des tentacules très larges et qui va emporter beaucoup de personnes. Camille, quand on regarde, vous venez de le dénoncer tout à l'heure, Guy Hervé Fongan, la presse s'est servie. Au-delà de tout, ce sont des faits. Mais la presse, est-ce que la presse devrait attendre, ne pas traiter cette actualité en disant non, il faut d'abord attendre le rapport final, Camille? Non, c'est pas ce que j'ai dit. Le devoir de la presse, c'est sur le fond de la pensée de Guy Fongan, c'est d'être assez circonspect, de donner les faits, l'information, et peut-être même de s'interroger, de se poser des questions intelligentes comme l'a fait Guy Fongan, à qui ça peut profiter, pourquoi est-ce qu'un rapport d'étape peut se retrouver dans la presse et dans les réseaux sociaux. Moi, je pense que c'est cela. Mais le devoir de la presse impose à celle-ci une certaine réserve, qui fait qu'aujourd'hui, quand on lit les journaux, on se trouve plutôt en train de lire les pages d'un véritable réquisitoire. C'est-à-dire que la presse s'est transformée en véritable... Même en présentant simplement les faits. Présenter les faits, c'est quoi? Présenter pour dire qu'il y a un rapport d'étape qui s'est retrouvé dans les réseaux sociaux. Parce qu'en fait, l'origine de ce document, c'est les réseaux sociaux. Oui. Et maintenant, la presse qui a poursuivi les réseaux sociaux, c'est vraiment à prendre avec des pincettes. Il y a un document qui, sur les réseaux sociaux, qui dit ceci, dit ceci. Est-ce que le rapport final? Non, il y a déjà beaucoup de personnes qui disent que ce n'est pas le rapport final et qu'on ne peut pas s'en tenir à cela. Et maintenant, l'autre fait qui est réel, c'est qu'il y a justement des ministres qui sont en train d'être auditionnés devant le tribunal criminel spécial. Mais alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sont seulement les ministres indexés dans le rapport, le premier rapport, dans la première mouture, ou alors on attend maintenant la fin, la production du rapport final pour appeler tout le monde. Donc, comme vous le dites, la presse... Le rôle de la presse, c'est d'informer, d'éduquer, mais surtout d'éclairer. Or, comment pouvez-vous éclairer quand vous n'avez pas tous les éléments d'éclairage? C'est pour cela qu'on se retrouve aujourd'hui avec, d'une part, une presse qui accuse, de l'autre part, une presse qui est en train de publier des plaidoyers pour deux mots. Mais Camille, il faut se poser la question, au lendemain de ce rapport dont vous dites, ce rapport qui était dans les réseaux sociaux jeudi, vendredi, la quasi-totalité des journaux ont titré dessus. Est-ce qu'avec tout ce qu'il y a comme journaux sérieux, tout le monde est tombé dans le panneau, Camille? Mais tout le monde est en islam. Vous savez que déjà avant même la publication de ce rapport, il y avait déjà des fuites et des grincements de dents et des accusations extrêmement féroces contre justement, c'est-à-dire allant dans le sens de critiquer la gestion de ce fonds Covid. Et ces critiques justement provenaient du fait de personnes qui ont laissé fuiter des informations selon lesquelles il y a eu des tournements massifs, il y a eu des tas de gens qui sont... et parfois des personnes à bonne source. Comme le dit Guy Hervé Fongan, c'est là où moi je dis qu'il est en train d'aller dans le sens des devoirs de la presse. C'est-à-dire que se poser la question qui a été l'ordonnateur de cette histoire-là? Pourquoi des marchés ont-ils pu être attribués à une seule personnalité Ça, c'est les questions de fond. C'est les questions de fond. Guy Hervé Fongan, il faut quand même préciser que depuis que tout ce bruit est fait sur ce rapport, comment comprendre ce silence? La Chambre des comptes, aucune information, aucune communication, soit pour crédibiliser le rapport qui s'est retrouvé sur les réseaux sociaux, soit pour dire que non, c'est un faux rapport et tirer cette affaire au clair. Comment comprendre ce silence? Non, il est compréhensible. On parle quand même de 180 milliards. Il faut qu'il y ait un minimum de temps pour enquêter. J'ai cru entendre le doyen dire que la presse s'abreuve dans les réseaux sociaux. J'ai envie de croire que c'est un lapsus. J'ai parlé de la publication de ce rapport. C'est dans les réseaux sociaux que ce rapport a atterri et a explosé. C'est ce que j'ai dit. Ça me rassure. Il faut dire que, je pense que par contre, je voudrais observer deux choses. La première chose, c'est qu'il faut saluer le travail qui est fait par la Chambre des comptes dans la manière de la gestion des politiques publiques. On a rarement été habitué. On a vu de l'inédit. On a rarement été habitué à cette manière de faire. En général, la presse a toujours fait des allégations, sans toujours s'appuyer sur une chambre, sur une institution qui a qualité et qui peut parler ex cathedra. On parle quand même de la Chambre des comptes, qui est l'institution, à mon sens, la plus
compétent, la plus qualifiée pour mener ce type d'investigation. Et je crois que c'est assez rare pour ne pas être souligné avec emphase. On a rarement vu ça. Bon, je n'ai peut-être pas le vécu du doyen, mais je ne me souviens pas qu'on ait eu ce type d'initiative dans l'histoire, dans l'histoire de politique publique. De manière où ça veut dire, ça peut être révélateur de ce qu'il y a un début de prise de conscience dans la gestion des politiques publiques. Quand une chambre des comptes s'est saisie d'un certain nombre de malversations, instruit une enquête et commence à auditionner des ministres en fonction de manière continue. Il faut saluer cette manière de faire et que ça se pérennise. Cette promptitude. Cette promptitude. Ça pourra servir d'exemple à tous les autres qui jouent avec la fortune publique et qui considèrent parfois le patrimoine qu'ils gèrent comme un patrimoine personnel. Je pense que c'est un exemple qui devait faire tache d'huile. Et c'est à féliciter. La deuxième chose que je veux regretter, c'est que c'est seulement maintenant. Parce qu'il a fallu que le FMI frappe du poing sur la table et menace de fermer les robinets pour qu'on se décide à instruire, à ouvrir une enquête. Alors que Jean-Michel Nitieux, un manteau créneau depuis plusieurs mois, a dénoncé tout cet état de choses, on l'a traité de tous les noms d'oiseaux, personne ne l'a pris au sérieux. Comme d'autres cas de détournement sont personne ne l'a pris au sérieux. dénoncés. Aujourd'hui, on en est en train de donner raison. Je pense qu'il faut, si dans notre constitution, si dans le Parlement, il est établi que le rôle de parlementaire, c'est de contrôler l'action gouvernementale, eh bien, qu'on commence à écouter les parlementaires, qu'on leur fasse confiance et qu'on écoute de temps en temps ce qu'ils disent, qui peuvent être Ils sont un peu comme des c'est pour ça qu'ils sont à l'Assemblée nationale, pour contrôler l'action gouvernementale, entre autres. Ça fait partie des missions. Et si, c'est simplement dommage qu'on ait attendu le FMI pour qu'on surveille, pour ouvrir une enquête. Le FMI, l'argent du FMI. Et l'argent, c'est un peu dommage, alors que Jean-Michel en parle depuis plusieurs mois. On l'a traité de tous les noms d'oiseaux. Vous faites bien, vous faites bien de suspecter cette promptitude, cette réactivité de la Chambre des comptes, parce que généralement, je peux vous le dire. Je la félicite. Moi, je peux vous le dire, moi, pendant longtemps, je me suis toujours insurgé contre cette sorte de laxisme qui existe dans les cours des comptes, qui nous rend ces rapports que 3 ou 4 ans plus tard. Ou presque jamais. Quand l'affaire déjà. Je dis que quand il n'y a même pas d'affaire, c'est-à-dire elle constate, et 3 ou 4 ans plus tard, elle vous sort un document établissement de distraction d'argent qui, la plupart du temps, sont présentés comme des erreurs de gestion. Hein, vraiment rarement des fautes de gestion. Et cette fois-ci, on retrouve une Cour des comptes qui traite d'un problème actuel et de manière virulente et de manière précise. Spectaculaire. Bon, ça, c'est quelque chose, effectivement, qu'il faut féliciter. Mais si ça a été fait, ça a été sur les hautes instructions de qui de droit, qui savait très bien qu'il y a des choses qui se passent. Ce n'est pas forcément parce que le FMI a frappé du poing sur la table. On savait, la présidence de la République savait depuis très longtemps, avait eu des informations vraiment très claires. C'est pour ça qu'elle a ordonné à la Cour des comptes de descendre dans l'arène. Il y a beaucoup de instructions qui n'ont jamais été suivies. On peut en citer jusqu'à demain matin. Et de deux, je voudrais qu'on arrête. Qu'on arrête de toujours présenter M. Jean-Michel Nitieux comme celui qui a levé le lièvre et qui a eu le courage de dire non, cette affaire-là était connue. Et justement, lui, si M. Nitieux a pu effectivement donner de la voix, c'est parce qu'il avait bénéficié de ces fuites qui lui ont permis de commencer à parler de cette histoire. Non, c'est pas connu. En tout cas, ils ne sont pas censés pour savoir au moment où ça se passe. C'est pour ça. Connu par Non. Avant lui, c'était connu par qui? Avant lui, c'était connu par qui? Mais justement, personne. Mais c'était connu parce que c'était connu. C'est à ce moment que non, c'est parce que c'était connu qu'on a déclenché justement l'action de la Cour des comptes. Moi, il ne faudrait pas personnaliser cette affaire et faire de cette affaire une affaire où quelqu'un est devenu le héros parce que c'est lui qui a levé le lièvre. Non. Et je vais vous dire plus loin. Je vais aller un peu plus loin. C'est que le député a certes la mission de contrôler, de surveiller l'action gouvernementale, mais c'est au sein de l'Assemblée, pas ex cathedra. Vous comprenez? Il n'a pas le droit de faire une déclaration. Je ne dis pas qu'il n'a pas le droit, je dis que le Parlement a cette mission-là, de contrôler l'action gouvernementale, mais pas de l'envoyer dans les journaux. Ça s'est fait plusieurs fois à l'Assemblée, non? On a vu par exemple. Mais c'est à l'intérieur de l'Assemblée, et je peux même vous dire une chose, il y a des moments où vous appelez un ministre, il dit non, vraiment, moi je dois passer à l'Assemblée aujourd'hui. Est-ce que quand c'est fait à l'Assemblée, ça reste à l'Assemblée, ça ne sort pas, Camille? Je vais rappeler au doyen. Combien de fois, c'est-à-dire au-delà de la justification ou des réponses données par des membres du gouvernement, combien de fois avez-vous entendu dire que, bon, à cause de ces mauvaises réponses de tel membre du gouvernement, on peut suspecter ceci, on peut déduire cela. C'est dénoncé. Autrement dit, Jean-Michel Nitieux n'aurait pas dû.
évoqué la question. Mais attendez, je dis, beaucoup de personnes avaient déjà cette information. Avant même que M. Jean-Michel Nichel en parle, c'était connu. Vous comprenez? C'est lui. Et à un moment donné, même il y a des gens qui ont pensé que c'est parce que lui, il a un problème personnel avec Manaouda Malachi. Mais il avait eu des fuites. Il avait bénéficié de ces fuites. Et maintenant, il est monté sur le créneau. Contrairement à d'autres qui ne l'ont pas fait. Non, deux phrases pour rappeler aux doyens, contrairement à ce qu'il veut sembler dire que ça se passe à l'Assemblée et non ailleurs, lui rappeler que durant la dernière session parlementaire, au cours de la traditionnelle session orale, le ministre Malachi ne s'est jamais rendu à l'Assemblée nationale, alors qu'il était attendu. Les députés avaient beaucoup de questions à lui poser sur le Covid. Il n'y est pas allé. Donc ce n'est pas la faute de parler. Le parlementaire n'allait pas le retrouver chez lui. Mais pourquoi on n'y est pas allé? Pourquoi on n'a pas dit, on ne se peut interroger dans la presse, pourquoi il ne d'autres sont y allés. Pour les questions orales, il ne s'y est pas rendu alors qu'on l'y attendait. Mais pourquoi ça n'a ému personne? Peut-être si, ça a ému. La presse en a parlé. La presse en a parlé, sauf que la presse parle au carrefour, personne ne lui répond. De bout des lèvres. La presse en a parlé. La presse parle au carrefour, personne ne lui répond. Je doute bien fort que si on était allé au ministère de la Santé publique, on aurait reçu les journalistes pour leur donner la bonne information. Est-ce que, Camille, au-delà de tout, est-ce que le fait que la Chambre des comptes soit la Chambre des comptes de la Cour suprême n'a pas une certaine autonomie directe, est-ce que ça ne pose pas aussi la question de l'indépendance de la justice, d'où on redoute que la Chambre des comptes de la Cour suprême aurait été instrumentalisée pour traiter cette affaire de cette façon-là? Instrumentalisée par qui, à quelle fin? L'exécutif. L'exécutif, vous pensez que l'exécutif va couvrir les personnes qui ont détourné de l'argent de manière aussi flagrante? La Chambre des comptes s'est auto-saisie de cette affaire? Écoutez, la Cour des comptes elle-même se trouve à cheval entre l'exécutif et le judiciaire. Et à cheval entre les deux. Il y a une certaine verticalité au niveau de la prise de décision. Mais ce que je veux vous dire, c'est que la Cour des comptes... La Chambre des comptes. Pardon, la Chambre des comptes de la Cour suprême, en initiant cette procédure, l'a fait sur hautes instructions, venues d'en haut, pour dire que appelez des gens, convoquez des gens et faites-moi un rapport. C'est ça le problème. C'est pas une initiative qui a été prise ex nihilo, tout simplement parce que la Cour des comptes s'est rendue subitement compte qu'il y a des fuites. Non, on a su qu'il y a des choses irrégulières. Et parmi les gens qui ont dénoncé, bien évidemment, c'est des personnes qui étaient peut-être intéressées, qui n'ont pas obtenu de marché. Il y a des aigris, il y a des mécontents. Et c'est pour ça que ils ont obtenu des documents. Ils se sont dit que bon, maintenant, on va voir comment ça va vous caler à la gorge. Il faut un peu de tout pour faire le beau monde. Tout à fait. Nous sommes arrivés au terme de cette édition de la revue de Grande Une, Guerre Fonga. On n'a pas vu le temps passer. On aurait dû peut-être simplement dire que les 31 ans du SIF, c'est un événement que la presse aurait dû accompagner, célébrer, parce que ça arrive à un moment où le chairman a décidé de passer les témoins et qui a compris mieux que tout le monde ce que c'est que la transition générationnelle. Merci, chers messieurs, d'être venus à cette édition de la revue des Grandes Unes. Quant à vous à la maison, restez scotchés sur les programmes d'Equinox Télévision qui se poursuivent.